Les parcs nationaux sont des lieux d'exception pour la préservation de la nature et la sauvegarde de la biodiversité. C'est en compagnie des personnages animés de l'univers de Minuscule que nous vous emmenons découvrir la beauté et la majesté de ces territoires précieux. En France, au sud-est du pays, il est un royaume qui conjugue à merveille verticalité et richesse naturelle. À cheval entre les Alpes du Nord et celles du Sud, le parc national des Écrins est un territoire de haute montagne. À l'écart des turbulences du monde, plus de 150 sommets dépassent les 3000 mètres d'altitude, ciselés par autant de cascades et quelques 10 000 hectares de glaciers. Le massif des Écrins est le plus grand espace protégé de France métropolitaine. Il étend ses crêtes sur 2700 km², soit 5 fois la superficie du massif du Mont-Blanc. Les grands écarts d'altitude et le croisement des influences climatiques, méditerranéennes et continentales, ont permis l'épanouissement d'une biodiversité extraordinaire. Les profondes vallées sculptées par les glaciers s'ouvrent sur des territoires façonnés par l'homme. 35 000 habitants permanents entretiennent un dialogue intime avec ces montagnes. C'est en été que le parc national des Écrins se montre sous son plus beau jour. La Meije est une légende. Le sommet emblématique du nord des Écrins, 3983 mètres d'altitude. La reine Meije, comme certains l'appellent, trône comme si elle était fière de s'être soulevée il y a 5 millions d'années. Ces parois aux allures d'ogre ont découragé plus d'un alpiniste. Réputée inaccessible, dangereuse, c'est le dernier sommet des Alpes à avoir été gravi. C'était en 1877. Bientôt, le versant passera de l'ombre au soleil. C'est ce balai quotidien de lumière qui aurait inspiré le nom du massif. Maïjdo signifie en provençal midi, l'heure à laquelle le soleil passe au-dessus de la montagne. Sur ses flancs, quelques chamois profitent de ces rayons bienvenus.
Sur les hauteurs du massif, entre ciel et terre, c'est une autre danse qui a lieu, celle d'un prédateur. L'aigle royal, l'un des plus grands rapaces d'Europe, règne à l'affût sur son terrain de chasse. Une quarantaine de couples ont fait leur nid sur les parois des écrins. Chez les aigles, c'est à la vie, à la mort. La mère vient de débusquer une proie. Son petit, d'à peine 2 mois, a encore besoin d'elle pour se nourrir. Au menu, une jeune marmotte qui n'a pu échapper aux serres acérées du rapace. Dans ces contrées, difficile d'échapper à la vision légendaire de l'aigle, la meilleure du règne animal. Dès sa 10e semaine, l'aiglon pourra faire son premier envol et explorer le monde. Et quel monde! Une nouvelle aube se lève. Au cœur du massif des écrins, un géant s'éveille. C'est le plus grand glacier du parc, le glacier blanc. « 350 millions de mètres cubes de glace. Un chef-d'œuvre alpestre. » Aussi immobile qu'il paraisse, son cœur gronde au rythme d'une œuvre incessante. Le glacier avance, emporté par son propre poids. Ses eaux de fonte se fraient un chemin, dévalant aux côtés du glacier, long de 5000 mètres. Il est des lieux en montagne qui savent tirer parti de leur rudesse. Pour le plaisir des uns et des autres. Mais trêve de plaisanterie, car comme la plupart des glaciers du monde, ce colosse est en sursis. Victime du réchauffement climatique, depuis les années 1980, le glacier a perdu 760 mètres. La barre des écrins, où il prend sa source, assiste impuissante à ce triste destin.
À son chevet, le glacier a laissé à découvert la roche nue. Ces moraines qui sont autant de témoins du recul du glacier. Au milieu de ces éboulis, quelques plantes s'accrochent à la vie, malgré les 2500 mètres d'altitude. Pour vivre au chaud, vivons en boule. Telle pourrait être la devise du silène à colle, cette plante qui résiste au froid et à la sécheresse en restant groupée sur elle-même. Une stratégie qui lui réussit, car certains de ces drôles de coussinets sont pluricentenaires. Autre merveille d'adaptation, la benoîte rampante. Ces fruits plumeux, enroulés en spirale, seront bientôt emportés par le vent. Un moyen de propager l'espèce, à moins qu'elle ne se fasse grignoter avant. À ces hautes altitudes, s'il n'est pas rare de croiser une marmotte peu sauvage, il est un autre gourmand qui profite de ce garde-manger à ciel ouvert. Pour l'apercevoir, il faut faire preuve d'une grande patience et surtout d'une acuité visuelle affûtée. Voici le lièvre variable, le plus discret des hôtes de ces lieux. S'il bouge peu, ce n'est pas par fainéantise. Ce solitaire est passé maître dans l'art du camouflage. Couleur rocher l'été, son pelage devient blanc en hiver. Une mue bien pratique pour se fondre dans la nature enneigée et échapper aux prédateurs. Sous son air débonnaire, ce solitaire peut, lorsqu'il se décide de bouger, atteindre de grandes allures, 50 km/h. Il faut dire que malgré son petit corps ramassé, ce furtif est plutôt bien équipé. Il possède d'immenses pattes évasées, bien pratiques l'hiver pour faire office de raquette dans la neige. En attendant, il profite des beaux jours pour faire le plein d'herbes fraîches. Puis, il reprend la pose, confiant dans son mimétisme. Dans les entrailles du parc, il existe une zone secrètement gardée. Un territoire étrange que seuls de rares invités ont le droit de pénétrer. Pour y accéder, il faut d'abord traverser un lac, celui du Lovitel, dormant à 1530 mètres d'altitude. Mais qui sont ces hommes qui débarquent à l'aube? Ce sont des scientifiques du parc venus effectuer des relevés forestiers. Bienvenue dans une forêt hors du temps. La réserve intégrale du Lovitel, interdite au public.
Ici, le processus naturel de la vie fait son œuvre. Les vieux arbres, vétérans du massif, meurent puis se décomposent sur place. Un festin pour les coléoptères qui signent leur passage d'un de ces labyrinthes patiemment creusés. Dans ce laboratoire à ciel ouvert, les scientifiques suivent l'évolution du milieu, soustrait à toute activité humaine. Vas-y, 120. Dans la plupart des forêts françaises, rares sont les arbres morts qu'on laisse pourrir sur place. Pourtant, ce bois mort joue un rôle essentiel dans la survie de tout un écosystème. Sa décomposition nourrit la terre en minéraux et offre un lit de première qualité pour tous les petits habitants de ces bois. Plus de 350 espèces jusque-là inconnues au sein du parc ont pu ainsi être découvertes dans cette réserve mystérieuse. Non loin de là, certains préfèrent s'isoler dans ces territoires abrupts. Chez les bouquetins, la science de l'escalade se transmet de génération en génération. Ces funambules des crêtes arrivent à passer partout, à croire qu'ils ont fait un pacte avec le vide. À la belle saison, s'aventurer dans les éboulis est une promesse de ruminer en paix. Ou de prendre le soleil, tout simplement. Les hivers sont déjà rudes. Pourquoi donc se fatiguer l'été ? À cette période de l'année, mâles et femelles font bande à part. Et chez les boucs, on se prélasse. Un repos, parfois entrecoupé de chamailleries. Chez ces seigneurs des Alpes, on défend sa position hiérarchique au sein du troupeau. L'issue du combat se décide à coups de corne. Chez les femelles, on s'occupe des petits cabris. L'été est la saison des naissances. Les mères qui viennent de mettre bas ne tardent pas à les mettre dans le bain, ou plutôt dans la pierre. Elles emmènent leurs petits sur les sentiers vertigineux qu'elles affectionnent. Déjà agiles, s'ils survivent aux aigles, ils devraient avoir une vie paisible comme leurs congénères. Longtemps persécutés par les hommes, ces bouquetins ont aujourd'hui retrouvé leur place au sein des écrins. Environ 1000 d'entre eux fréquentent les parois rocheuses du massif. À l'extrême ouest du parc, l'eau sait se donner en spectacle.
torrents et cascades colportent les rumeurs des glaciers du Val-Godemar. Cette vallée est celle des grandes chutes, mais aussi celle des grands vertiges. Plus d'une dizaine de sommets dressent leurs pics au-delà des 3000 mètres. Le célèbre alpiniste Gaston Rébuffat appelait cet endroit l'Himalaya français. Des glaciers d'il y a 10 000 ans, il reste ces immenses combes creusées et des lacs, comme celui du Lauzon, père nourricier de la cascade la plus romantique des écrins. Vous saurez peut-être deviner son nom. Voyez le blanc immaculé de son eau, le panache de fines gouttelettes imitant la dentelle, ou encore la légèreté de sa chute. Avec ce soleil, ce pourrait être le plus beau jour de sa vie. C'est bien le voile de la mariée qui ruisselle, la plus courue des cascades du parc. Qui a-t-elle choisi d'épouser? Cela reste un mystère. Plus bas dans la vallée, l'eau se fait furieuse. Piégé dans ces méandres rocheux, le torrent tourmenté déferle, modelant son lit à sa guise. Hypnotique, mais redoutable. Ces remous incessants ont forgé la pierre en marmite géante, royaume des tourbillons. Cet endroit est connu sous le nom des Houles du Diable. Par le passé, les torrents du Val-Godemar ont pu être dévastateurs. On raconte même parfois que pour éloigner le diable, on fit construire une chapelle non loin de là. Les flancs montagneux du Val-Godemar, autant nourris d'eau que de soleil, sont des joyaux de biodiversité. Leur écosystème est un refuge idéal pour les papillons. On en compte ici près de 220 espèces différentes. Pour suivre l'évolution de leur population, des inventaires ont souvent lieu au sein du parc. Le moiré franche-pie est un habitué des versants forestiers. Ses ailes brunes captent l'énergie solaire indispensable pour se réchauffer. Et peu importe le support, pourvu qu'il y ait du soleil. Il m'embrasse. Madame, je suis déjà mariée. À part quelques sauterelles moqueuses, les papillons profitent de leur havre de paix. Le tabac d'Espagne s'offre un festin. Il a un faible pour les chardons.
quelques macaons, eux, profitent d'un chemin humide pour faire le plein de minéraux. Entre chaque battement d'ailes, leur pose nous rappelle que la nature fait décidément des merveilles. Le temps est venu pour nous de plonger au cœur de celle qui contribue grandement à la beauté et à la richesse du parc des Écrins. Ses forêts. Celle du Boscodon abrite une biodiversité si extraordinaire qu'elle a été labellisée forêt d'exception. Emblématique conquérant des Alpes, le mélèze. Depuis des siècles, ce pionnier grimpe à l'assaut des cimes, défiant la foudre et les bourrasques. Malgré sa fragilité apparente, cet arbre de lumière a une longévité impressionnante. Certains fêtent leurs 500 ans. En été, ces aiguilles se teintent de vert foncé. Elles deviendront bientôt jaune d'or, puis orange, avant de s'envoler à l'automne. En attendant, les mélèzes accueillent sous leurs houppiers fleurs et insectes, tamisant pour eux le soleil. Cette orchidée a une forme particulière. Cette demoiselle se plaît entre ombre et lumière. C'est l'une des plus rares de France. La légende raconte qu'un jour d'été, la déesse Vénus fut surprise à flâner dans une prairie par un berger. Elle abandonna dans sa fuite un sabot d'or. Le berger voulut le ramasser, mais il disparut comme par magie. À sa place, poussa une orchidée, le sabot de Vénus. La population de cette espèce protégée fait l'objet d'une surveillance régulière dans le parc des Écrins. Car on a beau être la plus grande orchidée d'Europe, on n'en reste pas moins l'une des plus fragiles. Mais cette fleur a des ruses pour survivre. Celui qui, attiré par ses charmes, se poserait sur elle, glisserait immédiatement à l'intérieur du sabot et n'en ressortirait qu'une fois recouvert de pollen. Un gage pour cette séductrice d'assurer la reproduction de l'espèce. Et dans ces bois, pour survivre, chacun a ses stratégies. Une averse, et le bal des escargots peut commencer.
Le petit gris se réjouit de cette fraîcheur bienvenue. Ne dit-on pas, quand l'orage gronde, l'escargot corne. Le petit moine compte aussi profiter de cet air humide. Toute tentacule sortie, il part à la recherche d'une feuille à se mettre sous la langue. Mais l'itinéraire jusqu'au buffet n'est pas toujours simple. Chez les gastéropodes, on ne sait pas reculer. Le demi-tour est parfois compliqué. Certains, comme la massue orientale, sont chanceux. Avec une telle silhouette, on peut prendre des raccourcis. Pour d'autres, c'est plus compliqué. Dans cette course effrénée, la veloutée plane fait figure d'original. Cette espèce d'escargot est poilu. Malgré une vitesse de 3,6 mètres par heure, on ne se décourage pas. En bas, la terre humide offre ses réjouissances. Si le Boscodon renferme tant d'êtres merveilleux, c'est en partie grâce à son histoire. Les versants du Vallon ont échappé aux déforestations qui ont marqué les Alpes du Sud au XVIIe et XVIIIe siècle. En ce temps, cette forêt a été exploitée par des moines qui avaient à cœur de la protéger. Au creux des vallées, les prairies fleuries ondulent comme une mer calme. Un feu d'artifice pastel, paradis éphémère pour des milliers de créatures. Ces prairies de fauche, véritables réservoirs de biodiversité, sont une autre richesse du parc des Écrins. Créées et entretenues par l'homme, elles offrent une ressource fourragère essentielle pour faire vivre le bétail. Celle-ci sera bientôt fauchée. Mais pour l'heure, cette abeille a encore un peu de répit. Elle se régale de la cnossie des champs, qui offre en son bouquet une myriade de petites fleurs. Du nectar à volonté. Quand le vent se lève, la nature devient le terrain des petits exploits. Il faut s'accrocher fort pour butiner. Et parfois, mieux vaut remettre son repas à plus tard. Une fois par an, chaque été, l'homme entame sa fauche.
Les écrins, c'est aussi un vaste territoire agricole. Pour préserver ces espaces naturels, le parc incite les agriculteurs à des pratiques raisonnées. Ces vallées, à l'orée des montagnes, portent pour certaines des siècles d'histoire. La Haute-Romanche garde précieusement les traces de ces anciennes terrasses agricoles. Des paysages qui rappellent que depuis toujours et quels que soient les reliefs, l'homme a voulu dompter la nature afin d'assurer sa subsistance. Car il fut un temps où la Grave, petite commune perchée à 1500 mètres d'altitude, comptait 3 fois plus d'habitants qu'aujourd'hui. Sur ces versants, on cultivait céréales et pommes de terre. Aujourd'hui, certaines de ces terrasses sont utilisées comme prairies de fauche ou pour le pâturage. Mais la plupart d'entre elles sont vouées à disparaître. Abandonnées progressivement durant le XXe siècle, elles s'effacent et se détériorent. L'empreinte de l'homme s'estompe lentement, rendant à ses flancs leur solitude. Plus bas, un drôle de convoi est en marche. La transhumance a commencé. Ces centaines de moutons prennent leur quartier d'été. Cela fait déjà plusieurs jours qu'ils sont en route vers la terre promise. Mené par sa bergère, le joyeux cortège remonte les pentes, direction les alpages, là où l'herbe sera fraîche et grasse. Au sein du parc, 130 000 moutons profitent des pelouses alpines. Les écrins sont un haut lieu du pastoralisme, une tradition perpétuée depuis des siècles. Après avoir fait une halte, le troupeau reprend son cheminement. Le crépuscule approche, mais il y a encore du dénivelé à parcourir. Heureusement, le mouton est docile. Le cheptel suit sans se plaindre son chef de file. Ce torrent marque la dernière ligne droite. Le voilà, le plateau d'Amparis. Un océan de verdure à 2000 mètres d'altitude.
Notre voyage s'achève en même temps que le leur. Face à face de l'homme et de la montagne, une cohabitation à l'équilibre fragile. Le parc des écrins s'endort, un dernier spectacle dont on aurait tort de se priver.